Salut tout le monde, c'est Sylvain, je suis bien content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live. Je sais que ça fait très longtemps que je devais en faire un nouveau. Ça date d'au moins, je pense, l'été dernier, très facilement. J'attendais les suggestions en termes de contenu et j'attendais éventuellement d'avoir des témoignages et certaines demandes. Ça arrivait au compte-gouttes, il y a eu des vagues, donc on va aborder un petit peu tout ça. Je vais juste regarder pendant quelques minutes, on va dire l'aspect technique pour voir si effectivement tout marche bien. Si vous m'entendez pas, s'il y a un problème de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Le but normalement, c'est de faire en sorte que tout le monde fonctionne, enfin que tout fonctionne et que vous puissiez échanger, qu'on puisse échanger ensemble et aborder effectivement la grande thématique de ce soir. Euh, donc, je sais que ça fait longtemps, on prend le temps de regarder tranquillement. Alors attendez, parce que je clique en même temps, une fois que ça c'est fait, une fois que c'est parti, on est parti et on va discuter ensemble. N'hésitez pas à poser vos questions en même temps, je vais essayer de les lire et je vais essayer de faire le tri en même temps. Et sinon, on va essayer d'aborder ça tranquillement et on va voir ce que ça va donner. Alors, est-ce que je suis là quelque part? Je regarde juste si je m'entends. Bon, j'ai du son, c'est parfait. Donc, bienvenue dans ce nouveau live. Aujourd'hui, c'est une thématique un peu particulière. Je n'avais pas décidé de faire une thématique particulière en repensant au live, mais de par mon propre cheminement et de par le contenu qu'il y a eu durant les dernières semaines dans mes entretiens privés en consultation ou même durant les ateliers, c'est quelque chose qui revenait assez régulièrement et voire même quand même assez systématiquement. Donc, à savoir en termes de spiritualité ou de développement personnel et spirituel, la notion de solitude. Comment la vivre, comment l'éviter si on peut, que faire dans ces situations-là, et voir aussi si des fois vous avez des témoignages. Alors je sais que j'en ai reçu quelques-uns, donc on va pouvoir les partager et voir si effectivement vous avez le même ressenti, les mêmes difficultés, ou si au contraire, vous de votre côté, bah, c'est quelque chose de plus naturel, tout se fait bien, et puis vous êtes bien entouré, et puis tout est beau. Alors ça serait parfait. Alors à ce moment-là, je serais curieux d'avoir votre commentaire, et à ce moment-là, n'hésitez pas à le partager aussi. Soit vous pouvez me l'envoyer en privé, soit vous pouvez le mettre directement dans la conversation ou en commentaire sous la vidéo, et on va voir ben, qu'est-ce que ça donne. Euh, c'est vrai que la solitude revient vraiment souvent à l'ordre du jour, alors souvent dans les rencontres que j'ai avec la plupart des gens qui viennent me voir, mais il va y avoir deux aspects. Il y a un aspect pour les gens qui vont être solitaires de nature, donc ça va être un sujet qui ne va pas être abordé aujourd'hui, puisque là on parle plutôt d'un tempérament, donc ça va être radicalement autre chose. Par contre, nous on va aborder la notion de solitude liée à un cheminement personnel et ou spirituel en fait. De toute façon, les deux sont intriqués. L'intérêt, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, à partir du moment où on décide d'aller explorer cette dynamique-là, cette sphère-là, en fait, bizarrement, il se passe plein de choses autour de nous qui va faire en sorte que beaucoup de choses vont changer, aussi bien nous-mêmes que dans notre entourage, que dans notre environnement. L'intérêt, ça va être de prendre les choses une à une, puis de bien observer qu'est-ce qui se passe réellement. Alors, avant toute chose, on va essayer de redéfinir brièvement qu'est-ce que c'est la spiritualité. Alors, déjà, ce que ce n'est pas, ça n'est pas une religion. Déjà. Ensuite, ça n'a rien à voir avec quelque chose de complètement ésotérique. Alors, ça a été très souvent relié effectivement à la notion d'ésotérisme et de religion, par un amalgame très bien voulu par la plupart des clergés, que ce soit de tout dogme confondu. Sauf que, ben, en fait, pas du tout. Ça n'a aucun rapport. C'est bien plus antérieur. Et c'est par contre quelque chose qui est extrêmement dénué de hiérarchie. C'est quelque chose qui est extrêmement personnel et intérieur. C'est-à-dire que, on y reviendra un peu plus tard, mais il n'y a aucunement besoin d'avoir un maître, un gourou, un enseignement particulier, une obligation quelconque, un culte quelconque. C'est vraiment un cheminement, une conscientisation de soi avec, entre guillemets, soi-même et notre environnement. Qu'est-ce que je suis? Qui je suis, d'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais, donc on va appeler ça les grandes questions existentielles, qui vont amener à effectivement un questionnement, donc on peut avoir une première partie, on va dire, analytique, donc qui va être une vraie réflexion, mais ce qui va nous intéresser, c'est plutôt de voir tout ce qui va, entre guillemets, popper naturellement, c'est-à-dire
tout ce qui ne va pas apparaître de par le domaine de la pensée. Donc la spiritualité, on va pouvoir la définir entre autres, sachant que chacun va pouvoir avoir réellement sa définition. Ça va être quelque chose qui va être du domaine de soi, sans passer par le mental ni la pensée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est au fond de moi? Quelle est la relation que j'ai au fond de moi avec ce qui est? Et là, à ce moment-là, on va aborder différentes thématiques qui vont nous permettre d'établir un certain lien, une certaine connexion avec notre environnement ou avec soi-même, ou avec notre vrai soi-même, ce qui va être vraiment la grosse différence, et qui va faire en sorte que finalement, la pensée n'aura pas sa place. Par contre, on va avoir accès à une quantité d'informations assez intéressantes et extraordinaires, mais qui ne pourra pas ou qui n'aura même pas besoin d'être verbalisée. C'est ça qui va être intéressant. Le mental a toujours une tendance, lui, à réapparaître à droite et à gauche pour justement essayer de nommer, pour essayer de mettre en place des choses connues pour se sécuriser. Ça permet d'appréhender ce qui nous entoure, et même d'ailleurs une partie de nous-mêmes, pour justement faire en sorte que on soit capable de se raccrocher à quelque chose sans pouvoir tomber dans les tréfonds, on va dire, du possible. Alors, ça peut paraître des notions un peu bizarres, mais à partir du moment où on ne pense pas, imaginez-vous ou rappelez-vous quand vous êtes des fois dans la nature, ou quand vous êtes au bord d'un lac ou en forêt, vous laissez votre attention s'accaparer par une feuille qui tombe, un écureuil, une fourmi, peu importe en fait. Et en général, on se retrouve dans un état qui fait qu'il n'y a pas de pensée à ce moment-là. On est vraiment en train d'être complètement accaparé par la fourmi, par exemple, et la distance entre les deux disparaît. On est tellement absorbé par la fourmi qu'on devient quasiment la fourmi, les séparations n'existent plus. Donc ce que le mental ferait, justement, les séparations, euh, pendant cet espace-là, justement, ça n'existe plus. Et c'est ça qui devient intéressant parce que concrètement parlant, on s'aperçoit que la façon dont on fonctionne au quotidien entraîne justement la séparation des choses, et c'est ce qu'on va appeler aussi la saisie, pour ceux qui ont l'habitude de mes ateliers ou de mes rencontres. C'est le mental a besoin de mettre des mots sur des choses pour se sécuriser et pour pouvoir retomber sur des notions connues, et donc à la limite pouvoir rester, on va dire, concret et safe. Sauf que une partie de nous, bien plus profonde et bien plus, on va dire, archaïque peut-être, mais qui est à la fois bien plus vaste, n'a pas besoin de tout ça. Ça a plus besoin d'une connexion toute simple, c'est naturel, c'est déjà là, ça ne nécessite rien du tout, si ce n'est faire attention. Et c'est là où ça va devenir intéressant. On se le permet quand on va en nature, par exemple, ou quand on déconnecte de notre train-train quotidien citadin pour ceux qui habitent en ville. Mais dès qu'on va à la campagne, on recommence à tout de suite se calquer sur ce rythme-là, sur cet intérêt-là. On va écouter plus facilement les sons de la forêt, par exemple, ou de la campagne. On va se laisser accaparer par cet environnement-là qui va faire en sorte que finalement les pensées ne sont pas ou plus là. Et on va devenir cette espèce de silence qui est tout. Et c'est là où ça va devenir intéressant pour expérimenter par la suite. Donc effectivement, en spiritualité, ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose en même temps. Beaucoup de cultures vont avoir des notions différentes, vont avoir des aspects très contradictoires par rapport à ce que vous allez pouvoir étudier. C'est pour ça que la plupart du temps, j'essaie de vous dire, ou au moins les gens qui viennent me voir moi, faites votre expérience vous-même. Ne vous basez pas sur une lecture, sur une vidéo, sur moi, sur quoi que ce soit. Basez-vous sur votre expérience vous-même. La plupart du temps, vous allez vous dire tout simplement « mais je le sais ça ». Mais combien de temps avez-vous réellement passé à faire l'expérience? Et combien de fois avez-vous reproduit l'expérience? Combien de temps passez-vous dans votre journée réellement connecté à ce qui est, à votre environnement, à vous-même, à votre ressenti? Ou au contraire, combien de temps passez-vous dans votre mental à mentaliser, à nommer, à catégoriser toutes ces choses-là? C'est ça qui va être vraiment différent. Comment on accède à ça? Il y a plusieurs chemins, entre guillemets. Alors quand je dis accède à ça, c'est qu'est-ce qui fait qu'on va plonger dans le domaine de la spiritualité? Il y a principalement deux aspects. Le premier, je dirais, c'est le plus connu, le plus commun, on va dire, c'est l'aspect accidentel. C'est-à-dire, on a connu soit effectivement un épisode tragique, soit pour un proche, soit pour soi-même. On a vécu une période difficile, une maladie, un accident grave qui a fait que ça remet en question l'entièreté de notre vie et on ne voit plus les choses de la même manière.
Deuxième aspect, il y a un aspect naturel, c'est-à-dire on a toujours eu un intérêt particulier pour cet aspect caché qui était là, mais qui appelle et qui nous incite à aller explorer ce domaine-là. Donc, peu importe le moyen qui va nous amener à aller explorer ça, c'est ça qui va être intéressant de se permettre d'y aller. Et c'est là où ça va encore être plus intéressant, du moins pour ma part, c'est passer d'un quotidien surmentalisé, c'est-à-dire où on est obligé d'avoir cette espèce de brouhaha mental, voire même juste aussi verbal, là, on est tout le temps en train de parler, on est tout le temps en train de faire quelque chose, à cette espèce de connexion qui va faire en sorte que c'est plus le silence qui va devenir prédominant. Le silence a une telle quantité d'informations en son sein que parfois il peut en devenir assourdissant. Alors, je ne sais pas si vous avez, pour certains, fait l'expérience du silence. Qu'est-ce que ça vous a fait vivre? Si vous avez des fois des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans le lien. Mais ça serait intéressant de voir comment chacun peut expérimenter ça à sa manière et comment des fois, en voulant le nommer, finalement, on déforme un petit peu notre expérience, mais en général, si plusieurs personnes le partagent, on va pouvoir justement voir un petit peu les différences que ça peut apporter, ou au contraire, les similitudes que ça peut générer. Ce qui va être intéressant, c'est que à partir du moment où on commence, c'est plutôt rare quand on en sort, quand on décide d'arrêter ça. Parce qu'on met le doigt dans un engrenage qui fait que on accède à beaucoup plus d'informations, on accède à des parties de nous qui sont beaucoup plus intéressantes que ce qu'on pourrait mentaliser par la logique et la déduction, puisqu'on ne va pas oublier que le mental, lui, n'est qu'une somme de croyances, de conditionnements, d'éducation qui fait que entre l'aspect naturel qui le constituait à son départ versus ce qu'il est maintenant, quand on a été éduqué par l'école, par la société, par nos parents, quand on a développé tout un tas de croyances vis-à-vis de certains besoins de sécurité ou d'objectifs dans notre vie, et qu'on a aussi développé tout un tas d'a priori, d'idées reçues qui font que finalement, on utilise des raccourcis mentaux qui fait que tout simplement, on a des croyances. Le simple fait de parler, des fois sans même réfléchir à ce qu'on dit, c'est un automatisme qui fait qu'on reproduit des schémas sans être vraiment conscient du contenu que ça tient. Et des fois, c'est pas du tout ça, et on s'en mord les doigts après. Donc l'intérêt, c'est de toujours être attentif à ce qui est derrière la pensée pour faire en sorte de faire un nettoyage, on va dire, de la pensée. C'est-à-dire qu'on pensera non pas moins, parce que le cerveau va continuer à générer de la pensée, ça c'est pas le souci, mais par contre notre attention, notre conscience, elle, va faire en sorte d'être plus attentive aux réelles choses intéressantes et surtout aux réelles choses qui semblent vraiment pertinentes sur l'instant. Parce que la seule chose qui compte, bien évidemment, c'est l'instant présent. J'en reparlerai pas là, mais j'en ferai peut-être une autre vidéo un jour. L'intérêt, c'est de ne pas oublier que on est, donc de être, sans être obligé de faire. Je suis déjà sans être obligé de faire. Je ne suis pas obligé, tel qu'on nous a enseigné, à faire encore et encore une quantité de choses astronomiques pour être reconnu, parce que j'ai fait tout ça. Avant même de faire quoi que ce soit, je suis là. Puis-je être reconnu pour ce que je suis de base? C'est ça qui va être intéressant. L'exploration de cet être-là de base. Qui je suis avant même de vouloir faire quelque chose. Et ça va passer par différentes méthodes, que ce soit la méditation, la contemplation, l'introspection, appelez ça comme vous voulez. Suivez la méthode que vous voulez, mais en fait, il n'y a pas de méthode. C'est simplement de prendre du temps pour observer ce qui est là. Donc c'est très simple. Il n'y a rien à faire si ce n'est mettre son attention, non pas sur l'extérieur, mais sur l'intérieur, et de regarder qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment, qu'est-ce que je suis en ce moment, qu'est-ce qui est là. Et en fait, on veut juste observer ce qui est là. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes parce que c'est ce qui va nous permettre de nous familiariser avec, entre guillemets, la réalité, et ce qui fait qu'on est ce qu'on est. Très souvent, on croit savoir ce qu'on est, mais on n'est pas ce qu'on est. Et l'intérêt, c'est d'aller explorer réellement qu'est-ce qu'on est. Mais si personne ne le fait, personne ne le fera à votre place. Et si vous ne le faites pas, vous ne le saurez pas. Vous aurez une idée de vous-même, mais qui n'est pas vous-même. Et c'est ça qui est important. La spiritualité va nous permettre d'aller connecter à des choses, pas forcément uniquement extérieures, mais aussi intérieures.
Et c'est là où on va justement voir, comme le petit exemple de la fourmi tout à l'heure, que plus je descends à l'intérieur, moins il y a de séparation avec l'extérieur. Et ce qui fait que finalement, la spiritualité, en fait, c'est une question d'unité, d'union, de communion. Alors, on pourrait effectivement faire des parallèles avec différentes religions, mais c'est pas le but. Le but premier, c'est de rester ça dans la neutralité la plus totale, et de faire en sorte de voir quelle est ma place dans l'univers, quelle est la place dans le monde, quelle est ma place dans mon environnement. Bon, on peut regarder ça petit aussi. Et voir comment on évolue, voir qu'est-ce qu'on capte, voir qu'est-ce que ça nous fait vivre aussi, tout simplement. Tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes, qui semblent des fois connues, archi connues et déjà répétées maintes fois. Mais encore une fois, il y a une grosse différence entre connaissance et expérience. Beaucoup d'entre vous connaissez ces notions-là, peut-être des fois certains non, mais tant mieux si je vous apprends quelque chose. Mais les autres, c'est combien de temps par jour, ou même par heure, accordez-vous à vous-même, à votre conscience de vous-même, à votre exploration intérieure? Est-ce que vous êtes toujours en train de faire quelque chose? Est-ce que vous êtes toujours en train de regarder quelque chose, de commenter quelque chose, de parler sur quelque chose? Ou est-ce qu'au contraire, de temps en temps, vous avez des moments où vous êtes à l'intérieur de vous-même? Dormir ne compte pas, hein, je précise de toute façon, parce qu'on me l'a déjà dit, je dors beaucoup, ouais, mais c'est parce que ça compte pas, il faut être conscient, c'est un petit peu plus efficace. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Ce qui va se passer, plus on devient attentif, par contre, plus il va se passer de choses, on va dire, spéciales. On va automatiquement générer des changements autour de nous, en nous, que ce soit dans les lieux, dans les gens, ou dans les relations qu'on va pouvoir avoir. Alors quand je dis relations, c'est relations au sens large, que ce soit conjoint, conjointe, que ce soit de la famille, que ce soit des amis, que ce soit des collègues, que ce soit avec des objets et des lieux. Et c'est ça qui va devenir très intéressant. L'objectif, en premier lieu, c'est de prendre conscience de quels sont vos besoins, quelles sont vos réelles motivations, quel est votre chemin dans la vie tout simplement. Vers quoi vous avez réellement envie d'aller. Non pas mentalement, parce que le mental, on l'a vu, il est conditionné. Donc finalement, en fait, vous allez vouloir évoluer sur un chemin qui n'est peut-être pas forcément le vôtre, parce que vous pensez que c'est ce qu'on attend de vous. Moi, je vous parle de ce qui vient du cœur ou des tripes. Au choix, comme vous voulez, la terminologie va être la même. C'est qu'est-ce qui vient du fond de vous et qui vous donne la motivation. Alors, comme je dis souvent, qu'est-ce qui vous donne le goût de vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait triper? Qu'est-ce qui fait que vous avez cette ligne de direction qui va faire en sorte que, après coup, vous allez pouvoir utiliser votre pensée, votre mental pour la structurer, pour être en adéquation avec le monde dans lequel on est, c'est plus facile pour communiquer, mais ça a besoin de cette espèce d'élan-là à la base pour faire en sorte d'initier cette mécanique, d'initier ce potentiel-là. Et à partir de là, on va pouvoir aller dans quelque chose de plus concret, de plus intéressant. Mais dans un premier temps, ça va nous permettre des fois de réaiguiller où on allait, vers ce qu'on faisait. Avant, on était peut-être un peu éparpillé dans notre quotidien. On côtoyait toutes sortes de gens, toutes sortes de personnes, on s'obligeait à voir plein de monde parce qu'on nous a appris ça, il faut être bien avec tout le monde, il faut côtoyer tout le monde, il faut être poli avec tout le monde. Bon, alors la politesse, ça n'empêche pas, hein, on peut toujours être poli avec les gens, mais on peut très bien ne pas avoir envie, ni même besoin de parler avec tel type de personne, ou telle personne, de telle rencontre. On n'a pas besoin de s'obliger à quelque chose à partir du moment où on a un ressenti particulièrement intense qui nous permet, qui nous amènerait à aller ailleurs. Alors, là, il faut toujours faire des subtilités parce que c'est facile de mettre des grandes cases dans des choses qui, en fait, finalement, incluent beaucoup de paramètres particuliers. Alors, si par exemple une personne vous donne un feeling particulier qui est un peu un rejet, une forme de rejet, ça peut être intéressant de voir si c'est pas vous-même qui vous mettez en condition de fuite parce que cette personne-là vous ramène à quelqu'un, entre guillemets, ou au contraire, est-ce que c'est pas plutôt quelque chose qui fait que cette personne-là vous dit rien du tout, vous l'avez jamais vue, elle ne fait écho à rien, du moins consciemment en tout cas, mais par contre, votre ressenti fait que ça ne marche pas.
C'est pas une connexion avec cette personne-là, du moins pour l'instant, parce que ça c'est toujours pareil, on a une tendance à toujours à parler de manière définitive. Mais nous, nos ressentis fonctionnent pour l'instant. Ce qui fait que vous pouvez très bien revenir voir cette personne dans un mois, dans une semaine, dans 2 ans, dans 10 ans, ça aura peut-être changé. Donc l'intérêt, c'est de toujours se rappeler que tout ce que je suis en train de vivre et tout ce que je suis en train d'expérimenter, c'est ici et maintenant. Et uniquement ici et maintenant. C'est pas parce que j'ai une expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle va être toujours bonne ou mauvaise. Si je la reproduis, le résultat pourra très très bien changer. Et en plus, il va changer. Donc, c'est ça qui va être intéressant et qu'il ne faut surtout pas oublier. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand moi, je rencontre quelqu'un et que ça me dit mais ça vient du cœur, entre guillemets, ou ça vient des tripes, comme on dit. Des fois, ça vient même avant que j'ai une idée concrète sur... Je ne sais pas pourquoi, mais la première instinct qu'il y a eu, qui est monté, la première intuition, c'est par rapport. Donc, c'est ça. C'est à quel moment on s'écoute ou à quel moment on ne s'écoute pas. Alors, personne en dehors de vous ne pourra vous dire qui a raison, qui a tort, pourquoi ni comment. La seule chose, c'est une accumulation d'expériences qui va vous permettre de vous aider à aller beaucoup plus profondément là-dedans. Et de voir jusqu'où, à quel point vous pouvez faire confiance à votre ressenti et à votre expérience personnelle. Et c'est ça qui va être intéressant. Plus vous partez sur des a priori, vous savez déjà d'avance comment vous allez réagir. C'est pas le moment présent, donc c'est pas votre corps qui vous parle. C'est votre mental qui vous fait un rappel de ce qu'il a vécu, voire pire, une projection. Donc, on est encore dans le champ. Donc c'est comment est-ce que je peux apprendre à développer toute cette partie-là, toute cette sensibilité-là, sans me biaiser par moi-même, qui est mon propre mental. C'est ça qui est intéressant à explorer aussi. Je reste toujours à l'affût de quelle partie de moi me parle à ce moment-là. Est-ce que c'est la partie la plus concrète, la plus sensitive, on va dire, la plus connectée, ou est-ce qu'au contraire, c'est la partie la plus réductrice, mais celle qui a le plus de voix pourtant, qui va être mon mental. Et c'est ça qui va nous permettre d'apprendre à nous connaître, et puis d'évoluer aussi vers quelque chose d'un petit peu plus sain, normalement. Quand on est vraiment connecté avec des choses qui sont simples et basiques, on a toujours le son juste des choses. Et on se retrouve toujours à la bonne place, au bon moment, avec les bonnes personnes. Il n'y a jamais d'erreur, c'est toujours un apprentissage, c'est toujours un excellent moyen pour évoluer et pour apprendre. Jamais, jamais, au grand jamais en fait, il n'y a d'aspect punitif dans une rencontre ou dans une situation. C'est le mental qui dit ça. C'est la partie égo qui nous dit « Ah, tu vois, je te l'avais dit » ou « Non, c'est pas ça ». Donc, on ne rentre pas là aujourd'hui, mais le but premier, c'est de se rappeler de quelle partie de nous est en train de nous parler. Quelle partie de nous est en train de nous pousser à expérimenter, à explorer, à vivre réellement ce pourquoi on est fait ou ce pourquoi on a le goût d'aller explorer, ou au contraire qui nous étouffe, ou au contraire qui nous juge et qui nous critique, comme d'habitude. Donc c'est ça qui va nous aider. La spiritualité, en temps normal, se passe de mots. Alors ça fait bizarre quand j'ai dit tout ça avant, mais en fait c'est ce que je dis souvent dans les accompagnements que j'offre, c'est que l'expérience n'a pas besoin d'être mentalisée. Dès qu'elle est mentalisée, on lui fait perdre de sa saveur, de son contenu, ce qui fait que finalement, en fait, on la dénature. Puis le temps qu'on l'examine, qu'on l'analyse pour pouvoir la verbaliser, on n'est plus dans l'expérience, on est dans le mental qui est déjà en train de se nourrir du souvenir que j'ai de l'expérience pour pouvoir la nommer. Mais en attendant, pendant que je suis en train d'analyser ça, je ne suis plus du tout en train d'expérimenter. C'est ça qui est dommage. Et quand on sait que mon moment présent devient mon passé, j'ai intérêt à ce que mon moment présent soit de bonne qualité. Si je suis toujours dans mon mental pendant mon moment présent, ça veut dire que, indirectement, je suis dans mon passé, au lieu d'être dans mon moment présent, et j'en construis mon passé. On s'entend que ça ne crée pas forcément un avenir super. Donc le but premier, c'est de revenir ici et maintenant à expérimenter réellement ce qui est là. Alors, ce qui en revient, c'est qu'effectivement, comment on fait ça quand on a une famille, quand on a un chum ou une blonde, des enfants, puis toute la totale en fait. Alors, il n'y a pas de recette absolue. S'il y en avait une, je pense qu'elle serait connue depuis longtemps, et puis à travers toutes les civilisations qui ont expérimenté et qui ont
qui ont développé différentes approches, on l'aurait su, mais il n'y en a pas, en fait. C'est chacun va découvrir sa méthode, son moyen. Ça ne nécessite pas des heures et des heures de pratique, puisque, encore une fois, c'est une question d'instant, c'est une question de moment. Dès que je suis présent, ça peut prendre juste une respiration, une seconde. Ça suffit. Ça suffit jamais réellement, parce que ce qui va nous intéresser, c'est la répétitivité. C'est-à-dire, je suis présent une seconde, puis je suis présent une seconde, puis je suis présent plein de secondes dans ma journée, ce qui fait que je serai peut-être beaucoup plus présent, mais par intermittence, que à vouloir m'accorder juste un 20 minutes ou un 30 minutes de présence le matin dans une méditation qui va être guidée, mais pendant lequel je vais faire du va-et-vient avec mes pensées, en écoutant la voix du guide, etc. C'est ça qui va être difficile. C'est pour ça que je prêche toujours pour, on va dire, une autonomie. Chacun va faire sa manière, mais l'intérêt, c'est de faire quand même. C'est-à-dire se donner le temps d'expérimenter, de descendre à l'intérieur de soi et de voir justement qu'est-ce qui est là. S'il y a bien une chose qu'on ne sait pas, c'est qu'est-ce qu'on est, soi-même. Et la souffrance, notamment moi je le vois en termes d'accompagnement, quand les gens viennent me consulter par rapport à des douleurs qui sont là depuis très longtemps et que leur médecin leur dit mais c'est parce que votre corps il va très bien, c'est juste là. Donc effectivement on a l'option d'aller voir, d'aller consulter, d'aller voir un psychologue, un psychothérapeute. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir tout simplement quelle est la différence qu'il y a entre vous, votre réalité, et l'idée que vous avez de vous. Et très souvent, entre ce que vous croyez de vous-même versus la réalité, il y a un gros fossé. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous allez de plus en plus confronter à votre réalité, c'est là où la souffrance va apparaître. Et effectivement, en général, quand on arrive à un stade de burn-out, par exemple, d'épuisement, c'est la chute. Et en fait, c'est quand l'idée est obligée de revenir rencontrer la réalité. Ce qui va être intéressant, c'est de passer du temps à se familiariser avec sa réalité, pour faire en sorte de ne pas partir dans l'idée qu'on a de la réalité. Et à ce moment-là, on se retrouve à être en permanence, ou du moins le plus souvent possible, avec ce qui est réellement là. Là, je parlais de soi, mais ça marche aussi avec notre environnement. Est-ce qu'on peut passer du temps de qualité avec soi-même et avec son environnement pour faire en sorte d'en apprendre beaucoup, déjà, tout simplement, pour apprendre concrètement de ce qui est là, pour permettre aux autres de faire le même cheminement éventuellement, c'est-à-dire non pas les forcer à faire quoi que ce soit, parce que c'est jamais en forçant quelqu'un qu'on va l'habituer, et d'ailleurs l'amener à s'intéresser à ce domaine-là, c'est plutôt en inspirant les gens. Soyez vous-même, faites l'exercice vous-même, faites l'expérimentation de ce que ça génère, et si ça fait effectivement un changement positif dans votre vie, si les gens le constatent, vont peut-être s'intéresser à faire la même chose. Ce qui est plus intéressant que de l'imposer à votre entourage. Imposer une démarche quelconque à quelqu'un, en général, si ça va contre ses valeurs ou contre ses croyances ou contre ses idées, la première des réactions, ça va plutôt être le blocage plutôt que l'intérêt. Et donc, c'est pas du tout le but recherché. Le but recherché, c'est d'essayer de libérer de ses croyances personnelles, déjà, c'est ce qui est pas mal. D'essayer de revenir à la réalité telle qu'elle est, concrètement. Et en plus, si ça peut impacter notre entourage et faire en sorte que de plus en plus de monde s'intéresse aussi à ce qui est réellement là, peut-être que ça fera aussi de grosses différences. Et là, à ce moment-là, ça nous permettra d'expérimenter un peu mieux la réalité des choses. Et la réalité n'est pas morose, le monde n'est pas cruel, le monde n'est pas contre nous, contre vous, etc. Ça, c'est encore une fois le mental qui lui-même a construit une idée idyllique de cet environnement-là, qui n'a jamais existé, et il s'y raccroche de tout son possible. Sauf que, effectivement, plus il est confronté à la réalité, plus ça coince. Donc plus on se familiarise avec le monde tel qu'il est, en fait, c'est comme je le dis souvent, c'est quand on veut jouer à un jeu, c'est plus intéressant de connaître les règles. Quand on connaît les règles, après, on peut s'amuser largement à aller jusque dans les limites du jeu. Mais dans la vie de tous les jours, c'est exactement pareil. Quand on prend le temps d'observer comment fonctionnent les choses, c'est beaucoup plus simple d'appréhender son quotidien après, parce qu'on peut plus facilement rebondir quand il y a une difficulté, ou au contraire quand il y a une réussite, quand il y a quelque chose qui fait défaut, ou au contraire quand il y a quelque chose qui nécessite de mettre en place des ressources pour justement passer un nouveau cap. C'est ça qui va être intéressant.
Mais si on ne veut pas faire cette démarche-là, c'est sûr qu'on risque de rusher parce que le monde va être particulièrement difficile pour nous. Donc c'est ça qui va être intéressant d'explorer. Euh, Comment on fait pour garder son entourage? Ça, c'est une question qu'on m'avait eu posée déjà. Euh, alors, la grande question, c'est qui pose la question? Alors, oui, je connais la personne, mais c'est quelle partie de la personne? Est-ce que c'est le mental ou est-ce que c'est le cœur? Est-ce que, fondamentalement, une personne qui est en pleine évolution a besoin systématiquement de garder des personnes qui ne nourrissent plus ce cœur-là en tant que tel? Il n'y a rien d'égoïque dans cette démarche-là, c'est vraiment une question du c'est quoi le rapport qu'on a entre nous? Est-ce qu'on s'apporte quelque chose mutuellement ou est-ce que c'est unilatéral? Est-ce qu'il n'y a que moi qui fais un effort ou est-ce que même la relation est morte depuis peut-être très longtemps d'ailleurs, mais on la maintient d'une manière peut-être toxique et elle fait en sorte qu'elle n'a même pas lieu d'être. Donc est-ce que ça a un intérêt réel ou au contraire est-ce qu'on a mieux fait de la laisser aller? Alors là, il y a plusieurs cas de figure aussi, on ne va pas pouvoir toutes les aborder, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir, par exemple, dans notre quotidien, euh, combien de relations est-ce qu'on est capable de maintenir malgré le fait qu'on sache pertinemment qu'elles ne nous apportent rien ou qu'elles ne nous apportent plus rien. C'est-à-dire que la raison première du pourquoi de cette relation a déjà été entre guillemets consommée. C'est-à-dire on a déjà eu cet échange d'informations, cet échange d'expériences qui a fait en sorte que c'est fait. Et finalement, voilà, c'est fait. Pour l'instant, on n'a plus rien en commun, entre guillemets. Donc soit effectivement on la maintient, et si elle a effectivement encore de quoi avoir un échange, elle se maintiendra, et ça sera une relation dite saine, normale. Mais si elle n'a plus rien en commun, entre guillemets, et qui fait en sorte qu'elle nous coûte plus qu'autre chose, on a tous des gens dans notre entourage qui font que dès qu'on y pense, c'est comme ah, si j'appelle pas, elle m'appelle pas. Si je fais rien, si je propose rien, elle fait rien. C'est toujours moi qui fais le premier pas. Il n'y a jamais, il y a jamais une réciprocité dans l'échange. À quel moment c'est une relation, tout court en fait, à quel moment c'est une relation? Ça n'est pas une relation, ça c'est un lien de connaissance, c'est un poids mort, ça ne sert à rien. Et au contraire, il y a des gens avec qui on n'a pas l'impression d'avoir de lien particulier, mais à chaque fois qu'on les voit, il y a quelque chose qui automatiquement se fait. Soit dans la discussion, soit simplement dans la présence. Il y a beaucoup de gens que l'on connaît euh, dont on a besoin uniquement de leur présence, pas forcément de leur parole. Et c'est ça aussi des fois qu'on a du mal, c'est-à-dire j'aime ça quand tu es présent, mais tais-toi, en gros. C'est pas mal l'idée. Parce que des fois, une relation aborde différentes parties de nous qui n'a pas forcément besoin du mental et de la parole. Des fois, on aime ça, la présence de l'autre, son énergie, ce qu'elle dégage, sa présence, son écoute, tout simplement. Peu importe. Mais c'est vraiment reconnaître qu'est-ce qui est là. Encore une fois, on rejoue sur vraiment la réalité, c'est-à-dire, ok, la relation là, elle est clairement de cet ordre-là. Alors, si on est le seul à faire cette démarche-là, entre guillemets, de prise de conscience de la réalité, bon, c'est un début, mais si c'est à double sens, c'est-à-dire que si l'autre personne s'y intéresse aussi, là ça devient génial parce que là du coup on peut aller approfondir nos relations et on peut aller encore plus loin dans l'expérience de justement qu'est-ce qui est derrière ça. Et bizarrement, on n'aura plus besoin du mental, on n'aura plus besoin de la parole, ça va être des expériences intérieures que chacun va vivre de son côté, qu'on pourra partager ensuite pour voir justement comment chacun l'a perçu. Et c'est ça qui va être génial. Parce que euh, l'expérience de soi est une expérience au complet. Elle n'a pas besoin de se commenter, ou intérieurement, ou même verbalement. Donc ça va être intéressant de s'amuser justement à expérimenter ce genre de relation. Euh, Bon, quand on est avec un membre de la famille, on me demandait aussi. Alors c'est sûr, on peut difficilement couper court à un membre de la famille. Dire, bon, voilà, surtout si c'est un premier degré, par exemple, si c'est un enfant à charge, par exemple, ou quoi que ce soit. Donc là, encore une fois, ça va dépendre. Ça va être beaucoup du cas par cas parce que beaucoup de choses vont dépendre du contexte, de l'environnement, de l'éducation, de différents facteurs particuliers. Donc je ne rentrerai pas forcément là-dedans, mais il y a toujours des solutions, il y a surtout une réalité à tout. Ce qui va être intéressant, ça va être de décortiquer qu'est-ce qui se passe réellement. Et ça va passer par quoi? Ça, par contre, ça va passer par une communication authentique. On va essayer de voir clairement qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire, s'il y a des griefs, quels sont-ils? D'où viennent-ils? Qu'est-ce qui les alimente? Qu'est-ce qui fait que ils se maintiennent malgré tout? Et partant de là, ça va nous faire descendre chacun
à l'intérieur de nous et voir qu'est-ce que ça alimente, ou au contraire, qu'est-ce que ça vient toucher, et faire en sorte de pouvoir travailler dessus, c'est-à-dire pouvoir observer ça, pouvoir découvrir quelle blessure, par exemple, ou quelle notion est à travailler, ou à approfondir, ou à renforcer pour faire en sorte de mieux vivre et de passer au travers de ça. Il y a vraiment plein de possibilités. Donc ce qui va être intéressant, c'est d'expérimenter tous les cas de figure. Non pas de les lire ou de les voir en vidéo comme on l'aborde là, mais vraiment de l'expérimenter. C'est-à-dire, vous vous mettez face à une situation, par exemple dans un film ou dans la rue, ou face à un collègue qui vous raconte son histoire, c'est tout de suite prendre ce temps-là pour observer qu'est-ce que ça vous fait vivre à vous. Est-ce que ça fait un écho, par exemple, dans votre vécu, actuel ou passé? Et, ah ouais, c'est vrai, ça fait quoi, telle chose, telle situation, telle personne. Et c'est l'occasion parfaite, bon, à moins que vous soyez au travail ou en train de conduire, mais si vous avez le temps d'observer ça, c'est prenez un moment, un temps de qualité avec vous-même pour vous dire, ah ouais, c'est ça réellement qui est là. C'est ça qui pose problème, qui fait souffrir, qui me met en difficulté, etc. Et c'est ce temps-là de connexion à vous-même qui va vous permettre de descendre encore plus profondément à l'intérieur et qui va vous permettre d'obtenir non pas des réponses, parce que les réponses en elles-mêmes, ça va être juste une limitation au niveau de la pensée, mais plus une forme de mise en évidence. C'est-à-dire, on va descendre jusqu'à ce que on puisse observer ce qui est là. Et là, c'est juste une constatation. Je me retrouve face à ce qui est là. Et là, c'est comme, ah ok, c'est ça. Et très souvent, on va vouloir chercher quoi faire avec ça. Et en fait, le petit truc, en fait, il n'y a rien à faire. Le truc, c'est prendre conscience, constater et le garder en mémoire. Et voir par accumulation, on va mettre en place une base de données, entre guillemets, on va faire un cumul d'informations qui fait qu'on va pouvoir générer des évidences. À force d'accumuler de l'information, à force de faire des mises à jour et des mises en évidence régulières, on va se retrouver face à soi-même, et ce qui fait qu'on ne va pas vouloir développer une forme de changement de soi, on va simplement se retrouver au moment où on a à faire des choix, par exemple, où on est face à une difficulté, à soit on l'alimente, soit on ne l'alimente pas. Ça appartient à chacun après. Mais après, on va avoir cette petite impulsion. Des fois, on me dit souvent, je sais ce qui ne marche pas, mais il me manque la petite coche pour comme, faire le move qu'il faut. Ben, c'est tout simplement qu'on n'a pas eu suffisamment d'informations accumulées pour faire en sorte qu'on a le tremplin pour faire le move. C'est tout. Donc on continue d'observer jusqu'au jour où il va y avoir ça. Ce petit tremplin qui va se faire tout seul en fait. L'exemple concret, c'est pendant des années, vous êtes braqué sur une position particulière, puis un matin vous vous levez, puis c'est évident que c'est l'opposé. Et il n'y a même pas à discuter, c'est complètement évident. Vous avez accumulé suffisamment d'informations, d'expériences, qui a fait en sorte que ça y est, on est passé à autre chose. Et il n'y a même pas à y réfléchir, c'est fait. Et c'est ça qui va être intéressant. On va expérimenter ça justement. On va aller dans la conscientisation de ce qui est réellement là pour justement faire en sorte de ne pas avoir à faire ce travail-là volontaire. C'est-à-dire, c'est pas un forçage de quoi que ce soit. C'est juste qu'on va descendre à l'intérieur de soi pour observer ce qui est là. Et à partir du moment où on va conscientiser tous les aspects qui sont considérés comme négatifs ou perturbants pour notre bon fonctionnement, à ce moment-là, on va pouvoir aller travailler dessus. On n'y va pas à large en faisant tout et n'importe quoi, parce qu'à ce moment-là, on y passera toute notre vie ou toutes nos vies, dépendamment des croyances. Mais le but premier, c'est de simplement faire avec ce qui est là et ce qui se présente dans notre quotidien. C'est largement suffisant. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher tout un tas de mises en situation compliquées et difficiles. Rien que ce qu'on vit dans notre quotidien est largement suffisant. J'avais une question tout à l'heure qui était venue aussi. Je pense que ça a retouché ça. Alors, attendez, je la regarde. Ouais, c'est une question sur effectivement les relations encore, quand l'entourage diminue par nos choix et notre mode de vie. Euh, le problème, c'est que quand on veut absolument garder un entourage qui nous fait plaisir, la question essentielle, c'est de savoir à quelle partie de nous elle fait réellement plaisir.
Est-ce que c'est à notre mental, entre guillemets, à notre habitude? Donc ça veut dire que c'est un moyen de nous sécuriser, encore, parce qu'on a l'impression d'être entouré et qu'on ne pourrait pas vivre seul. Alors, qu'on se le dise clairement, je ne suis pas, je suis pas en train de prôner la solitude absolue, c'est pas du tout ça, qu'on soit bien d'accord. Euh, Ce qui va être intéressant, c'est de voir que quand on n'est pas vraiment attentif à soi, quand on n'est pas vraiment conscient de soi, quand on n'est pas vraiment conscient de son environnement, on tisse des relations at large qui sont vraiment de tous les horizons. Et il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste que quand finalement on arrête d'être à la fois partout et nulle part, on devient un petit peu plus focus sur ce qu'on a réellement besoin, mais bizarrement, toutes les personnes qui ne font pas partie de ce cheminement-là, si elles n'ont pas écho avec ce cheminement-là, comme je disais tout à l'heure, la relation n'a plus lieu d'être. Donc elle va tranquillement disparaître. S'il y a des gens qui s'attachent, malgré tout, c'est là où justement c'est à vous de voir quelle partie de vous ne veut pas non plus forcément la laisser aller. Et c'est là aussi où c'est justement encore une fois une occasion pour descendre à l'intérieur de soi et expérimenter qu'est-ce qui est à travailler, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'attachement, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'abandon éventuellement, à tout un tas de notions comme ça qui pourraient être intéressantes d'explorer. Chacune des étapes pourrait être quasiment le contenu d'une vidéo, donc je vais voir si des fois c'est des choses qui vous intéressent, dites-le moi en commentaire et je l'aborderai. Mais ce qui va être intéressant, c'est ça, c'est plus je descends à l'intérieur de moi, plus je reconnais entre guillemets ce pourquoi je suis fait et ce pourquoi j'ai matière à être, et à ce moment-là, ça recentre vers les personnes que j'ai besoin dans mon entourage pour continuer à nourrir cette évolution-là. Le problème, c'est que contrairement aux besoins de sécurité du mental, le cœur, lui, n'a pas besoin d'une source sécurisante en tant que telle. Chaque être humain va être à la même enseigne, ça va être la même chose. Euh, les personnes sur lesquelles je m'accroche aujourd'hui, ou même sans être accroché, juste habitué en fait, peut-être que dans 5 ans, elles seront plus du tout là. Parce que j'ai bougé de pays, j'ai changé de ville. Dans tous les cas, il va y avoir un changement qui va se faire. Donc c'est important de se poser la question à savoir de quoi est-ce que j'ai réellement besoin? Est-ce que ces gens-là me nourrissent aussi à ce niveau-là ou pas? Et est-ce que c'est réellement dans le but de me faire évoluer? Ou au contraire, est-ce que c'est juste dans un besoin de me sécuriser? Et ensuite, à quel moment aussi est-ce que c'est réciproque? Parce que s'il y a un cheminement particulier, ça veut dire que chaque personne chemine aussi, donc ça veut dire que techniquement, il y a un moyen d'échange à ce niveau-là. S'il y a bien un thème sur lequel la plupart des gens ont de la difficulté à communiquer, c'est le développement personnel, la spiritualité et l'intériorité. On ne va jamais oser poser une question sur un ressenti potentiel d'une autre personne, parce qu'on a peur de la réponse. Et pourtant, c'est la base. Si on commence à se poser les bonnes questions, et si on commence à poser les bonnes questions, on va simplifier les relations et on va authentifier ce qui est là, et ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'on a besoin de faire, et surtout d'aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire, on lâche les freins, et on se permet d'expérimenter, et on se permet de vivre réellement. Sinon, encore une fois, on est dans l'idée qu'on a de la réalité, plutôt que de la réalité elle-même. Donc là où la réalité irait peut-être très très vite, peut-être que vous, l'idée que vous avez besoin de sécurité à chaque fois pour y aller, et ça va vous mettre des ralentisseurs. Et c'est pas le but. Mais quand on en prend conscience, c'est plus efficace, et à ce moment-là, on pourra aller plus vite. Mais il faut y aller étape par étape. Donc on va y aller tranquillement. Euh, Ce que je pourrais dire, parce qu'on pourrait parler pendant des heures aussi, c'est que effectivement, cheminer nous fait recentrer sur nos propres besoins et sur une certaine forme de connexion et de communication avec le monde qui nous entoure. Mais je ne suis pas séparé du monde qui m'entoure. Je fais partie de ce monde-là et je suis ce monde-là. Et ce qui fait que finalement, toutes les personnes qui ne sont pas du tout dans cette dynamique-là, vont pas forcément rester dans votre vie. Et vous-même, vous allez voir, vous allez y trouver très très peu d'intérêt à côtoyer ces personnes-là. Ce qui va être intéressant, c'est de vous entourer de personnes qui sont pas forcément comme vous. C'est pas le but. Le but, c'est pas d'avoir des copies de soi-même. Le but, c'est d'avoir des gens qui vous nourrissent. Mais si ces personnes-là vous nourrissent, c'est que quelque part, vous les nourrissez aussi. Donc ça veut dire qu'il y a un échange qui est fait. Puis une relation, ça peut durer un regard. C'est tout. C'est déjà une relation. Il y a eu un échange qui a été fait. Il y a eu une mise en relation entre deux personnes, entre deux êtres. Peut-être que vous aviez juste besoin d'un regard. Vous avez peut-être juste besoin d'un sourire à ce moment-là pour vous rebooster, vous faire en sorte que ça reparte. Et c'est tout. Le piège, c'est de vouloir faire en sorte de faire maintenir cette relation alors qu'elle a plus lieu d'être. C'était juste ça dont vous aviez besoin. Mais c'est ça qui va nous intéresser à expérimenter.
plus on s'habitue à maintenir une relation alors qu'elle n'a pas lieu d'être, en fait, plus on génère nous-mêmes la prochaine souffrance qui va nous faire une difficulté. Donc c'est ça qu'il faut vraiment tenir compte. Euh, donc essayez de trouver des gens dans votre entourage ou tout simplement dans votre quotidien, des gens que vous ne soupçonnez même pas. Mais si les gens vous les rencontrez, c'est qu'il y a une raison. Alors ça n'est pas juste notre entendement. Alors il y a, pour ma part du moins, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose derrière, entre guillemets, c'est juste qu'on est dans un univers qui est extrêmement vaste. J'ai pas du tout la prétention de savoir de quoi il est constitué, bien au contraire. Mais ce que je sais, et ce que j'ai l'habitude pour faire, c'est d'expérimenter, entre guillemets, plusieurs cultures et de faire des passerelles entre et de chercher les dénominateurs communs, plutôt que les croyances qui appartiennent à chacune. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir que pour une raison X ou Y, à un moment, j'ai tourné à gauche, puis à un moment, je me suis arrêté là, puis à un moment, j'ai dit bonjour à telle personne, et je suis resté discuter avec celle-ci pendant 5 minutes ou un peu plus longtemps. Le pourquoi, concrètement, on s'en fout. Donc, toutes les personnes qui ont besoin de comprendre le pourquoi du comment, techniquement, on n'aura jamais la réponse. Donc, vous ne prenez pas la tête avec ça. Ce qui va être intéressant, c'est l'authenticité et l'intensité de l'échange, de ce qui se passe, de la conscience qui est là pendant ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que vous devez être présent. C'est pas après que vous devez repenser à ça pour faire quoi que ce soit, parce que c'est trop tard. Et en plus, vous êtes en train de bouffer votre moment présent de après. Donc ça n'a aucun sens. Ce qui va être intéressant, c'est maintenant. Au moment où ça se passe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous vivez réellement avec la personne? Ou le lieu, parce que ça marche aussi avec des lieux. Il y a des lieux qui vont nous ressourcer, il y a des lieux qui vont nous repousser, il y a tout un tas de situations très intéressantes. Sur un champ de fleurs, il y en a une qui va vous parler, façon de parler bien sûr, mais c'est celle-là qui va faire en sorte que, ah, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je suis en train de vivre là? C'est là où ça devient intéressant. Et après, on va voir qu'est-ce qui peut se faire, qu'est-ce qui peut aller, où est-ce qu'on peut aller, et à quoi ça s'arrête. Tout devient une porte d'entrée pour expérimenter et pour se permettre de vivre son monde, vivre le monde. Il n'y a rien de plus important. Aujourd'hui, on veut vivre une carrière, on veut se développer, on va dire, sur le plan matériel, mais c'est pas la vie. L'évolution de l'humain et l'évolution en tant que telle de la vie n'a pas fait en sorte de faire en sorte qu'elle soit récompensée par une voiture, une maison, des amis, quoi que ce soit. Ça n'a pas rapport. C'est vraiment la connexion, la qualité de la connexion qu'on va avoir avec notre environnement, qui va faire en sorte qu'on se sent à la bonne place, au bon endroit, au bon moment, et sans avoir besoin de rien. C'est ça qui va être super intéressant. Euh, je pourrais parler longtemps encore de tout un tas de thématiques annexes. Euh, J'aimerais juste revenir sur plusieurs petites notions simples qui sont que n'ayez pas peur d'être seul, que ce soit par moment ou sur une longue période. euh, Explorez autour de vous, recherchez des endroits où vous pouvez trouver des gens qui ont peut-être le même centre d'intérêt. Allez dans un centre de méditation, allez dans un centre culturel et essayez de chercher quelque chose qui va être en lien avec la philosophie, alors que ce soit occidental, grec ou que ce soit oriental, peu importe, mais faites en sorte de côtoyer des environnements où vous savez qu'il y a une forme de cheminement particulier. Si vous savez qu'il y a ces endroits qui existent, il y a forcément des gens qui sont à l'intérieur qui ont forcément un peu de près ou de loin ce type de cheminement-là. Après, ça va être de voir justement, à nouveau, quelles sont les relations qui vont apparaître à ce niveau-là. Est-ce qu'il y en a qui vont se faire ou pas se faire, etc. Et c'est ça qui va nous permettre de sortir un peu de notre isolement aussi. Il y a un moment que si on reste tout le temps dans notre coin, c'est sûr, ça risque de coincer. Mais des fois, une envie de tourner à droite à la rue alors qu'on avait tendance à spontanément tourner à gauche va peut-être pouvoir tout changer. Donc c'est ça qui va nous permettre d'aller expérimenter un petit peu la sortie de notre zone de confort, comme on a la communauté, comme on a l'habitude de le dire. Ce qui va être intéressant, ça va être aussi de prendre du temps avec soi. Juste ça. Tous les jours. Prenez ne serait-ce qu'une inspire, puis qu'une expire, juste là. Écoutez ce qui est là. Puis, quand on me demande combien de temps ça prend rien. Ça prend juste une répétition. Plus on le fait souvent, plus on est confortable, plus on descend, plus on découvre, plus on est curieux, plus on descend, plus on découvre, et ça n'en finit jamais. Et c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas besoin de se martyriser, on veut rien faire. On veut juste apprendre à se connaître et on veut juste se reprendre à la place qui est la nôtre à la base. Je ne suis pas un citoyen, je suis avant tout un humain qui a vécu et qui s'est développé sur une planète avec un système de vie qui l'entoure. C'est ça la réalité. La société vient bien après.
Mais fondamentalement, l'être humain a toujours besoin de la nature. Pensons-y. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-les moi en commentaire, et sinon je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Bonne soirée!